Bonjour chers élèves, aujourd'hui on va entamer le module numéro 3. Après avoir étudié un roman autobiographique et un roman à thèse, on va commencer le module numéro 3 dans lequel on va étudier une tragédie moderne. C'est une pièce de théâtre bien sûr, c'est une tragédie moderne. Le titre c'est Antigone, écrite bien sûr par Jean Anouilh. Avant de commencer la lecture, avant de commencer à analyser l'œuvre, il est très important de passer par une séance très importante, c'est la séance de découverte où on va découvrir le genre du théâtre. Je vais commencer bien sûr par une définition. C'est quoi une pièce de théâtre? Une pièce de théâtre, c'est une œuvre bien sûr destinée à être jouée durant une représentation théâtrale. C'est-à-dire que c'est une œuvre est écrite, ce n'est pas seulement pour être lue, mais pour être jouée devant un public dans une salle de théâtre. Dans ce but, le texte est essentiellement constitué de dialogues entre les personnages. Donc c'est pour cela on va trouver que le texte est écrit sous forme de dialogue entre les personnages, puisqu'il y a des personnages, des acteurs qui vont jouer cette pièce de théâtre. Essentiellement, on va trouver que le texte est écrit sous forme de dialogue. Bien sûr, le théâtre, il y a des sous-genres du théâtre. Et on va commencer par les comédies. Les comédies, comme l'année dernière, vous avez étudié une comédie ballet, Le bourgeois gentilhomme. Donc les comédies ont un objectif, c'est montrer aux spectateurs les aspects ridicules d'une personne. Comme l'année dernière, lorsque vous avez étudié Le bourgeois gentilhomme, vous avez mis le point sur l'aspect ridicule, le portrait de M. Jourdain, et on a mis le point sur les aspects ridicules de ce personnage, ou bien on met le point sur l'aspect ridicule d'une société. Donc le but de cette pièce de théâtre, bien sûr, c'est amuser et faire rire les spectateurs. Et bien sûr, la vie des personnages n'est jamais en danger. C'est-à-dire que le dénouement, la fin, la chute de la comédie est toujours heureuse. Donc ça c'est pour la comédie. Aussi, il y a les tragédies. Les tragédies sont fondées sur l'idée de la fatalité. L'idée de la fatalité, c'est-à-dire c'est comme la mort par exemple, la mort des personnages. À la fin, toujours il y a le héros ou bien l'héroïne de l'histoire est soumise au destin, et toujours ce destin, la plupart des temps, le destin c'est la mort des personnages bien sûr. Le but de la tragédie, c'est émouvoir les spectateurs. Émouvoir les spectateurs, c'est susciter les sentiments de pitié chez les spectateurs, parce que comme j'ai dit, le héros de l'histoire, le personnage principal est soumis au destin, et le destin c'est à la fin le dénouement, on va trouver la plupart des temps, c'est la mort des personnages. Ça c'est grosso modo les deux sous-genres du théâtre, les comédies et les tragédies. Bien sûr, comme j'ai dit l'année dernière, vous avez étudié une comédie. Cette année, on va mettre le point sur une tragédie. Et pour la tragédie, il y a deux tragédies. Une tragédie classique et une tragédie moderne. Comme j'ai déclaré au début, nous, on a mis le point sur une tragédie, on va étudier une tragédie moderne. Mais on va essayer de comparer un petit peu entre la tragédie classique et la tragédie moderne pour voir quelles sont les différences entre ces deux types de tragédies. Donc pour cela, je vais essayer de comparer Antigone écrite par Sophocle et Antigone réécrite. Et je dis le mot réécrite parce que Antigone a été réécrite par Jean Anouilh. Donc regardez bien avec moi. Une tragédie classique. Comme j'ai dit, on va mettre le point sur Antigone qui est écrite, l'original, la version originale écrite par Sophocle. Cette version est écrite en 441 avant Jésus-Christ. Vous voyez, ça c'est très ancien, c'est 41
441 avant Jésus-Christ. Donc ça c'est Antigone l'original. Et regardez bien maintenant les caractéristiques de cette tragédie classique. Elle trouve son influence dans les mythes grecs. Parce que Antigone c'est un mythe grec bien sûr. Elle est écrite en vers. La version originale de Sophocle, Antigone originale, est écrite sous forme d'un poème. Les personnages sont des nobles. La plupart des personnages, ce sont des nobles, ce sont des rois, des princes, des princesses, c'est-à-dire il y a une certaine classe sociale. Lorsque je dis les princesses, les princes et les rois, bien sûr, il y a un niveau de langue qui est adopté. C'est le niveau de langue soutenu. Et comme vous le savez, il y a 3 niveaux de langue. Il y a le niveau de langue soutenu, il y a le courant et il y a le familier. Puisque nous, on parle des rois, des princes et des princesses, les personnages qui sont nobles, on va bien sûr se focaliser sur le langage qui est soutenu. Ils luttent contre le destin. Comme j'ai dit, pour une tragédie, toujours il y a la notion du destin. Et ce destin, la plupart des temps, ce n'est pas toujours, mais la plupart des temps, c'est la mort. Ils luttent contre le destin. Le dénouement est funeste. Puisqu'il y a un destin et les personnages luttent contre ce destin, le dénouement, c'est-à-dire la chute ou bien la situation finale, est toujours funeste, c'est-à-dire il y a un dénouement qui est triste, qui finit par, la plupart des temps par la mort du personnage principal. Elle respecte des règles strictes. Ce sont les règles dans le lexique de théâtre, on l'appelle ça, c'est les règles des 3 unités. Il y a l'unité de lieu, l'unité de temps et l'unité d'action. C'est-à-dire quoi l'unité de lieu? L'unité de lieu, il y a un lieu neutre. Il n'y a pas de changement de décor. Comme vous le savez, dans les pièces de théâtre, toujours, on ferme le rideau pour changer le décor. Mais pour une tragédie classique, il n'y a pas de changement de décor. C'est pourquoi il y a un espace, un lieu qui est unique et neutre. Il n'y a pas de changement de décor. Il y a l'unité de temps. La tragédie classique respecte toujours cette unité et les événements, tous les événements de la pièce de théâtre doivent se passer en 24 heures, un seul jour. Et il y a l'unité d'action. L'unité d'action, c'est-à-dire que l'histoire est centrée autour d'un élément perturbateur, une seule intrigue. Donc ça, c'est grosso modo la tragédie classique et la version écrite par Sophocle. Et comme j'ai dit que cette tragédie était réécrite une deuxième fois, une autre fois, par Jean Anouilh. Et c'est pourquoi on a appelé ça, c'est une tragédie moderne, parce qu'elle était écrite au XXe siècle. Et plus précisément, c'est en 1942. Et attention à cette date, 1942, c'est la date d'écriture, parce qu'il y a une autre date, 1944, c'est la date de la première représentation devant les spectateurs. Donc regardez ce Anouilh, qu'est-ce qu'il a fait? Anouilh a fait quelques changements en réécrivant Antigone. Le premier changement, bien sûr, c'est quoi? Elle est écrite en prose. Ici, on a dit qu'elle est écrite en vers, sous forme de poème. Non, ici, elle est écrite en prose. Elle a inventé un nouveau personnage, c'est la nourrice. Ici, on a parlé bien sûr des rois, des princes et des princesses, mais Anouilh a inventé un nouveau personnage qui n'appartient pas à cette classe sociale, qui appartient à une autre classe sociale. C'est le personnage de la nourrice. La nourrice, c'est la nounou, c'est une servante. Et vous voyez que la servante, c'est une autre catégorie, c'est une autre classe sociale. Ce n'est pas les rois, ce n'est pas les princesses et ce n'est pas les princes. Bien sûr, c'est un autre personnage inventé, bien sûr, par Jean Anouilh. Donc, la pièce de Anouilh commence par le prologue. Tandis que la pièce de Sophocle commence directement par la scène entre Antigone et Ismène. Tandis que la pièce de Jean Anouilh commence par le prologue et après il y a la nourrice et Antigone et après on trouve la scène entre Antigone et Ismène. Donc il y a plusieurs modifications. Lorsque je dis que Jean Anouilh a ajouté un nouveau personnage, c'est la nourrice, bien sûr il a ajouté un nouveau niveau de langue.
Ici, on a parlé du niveau de langue qui est soutenu. Ici, il a ajouté un nouveau niveau de langue, c'est le niveau de langue qui est familier. Puisque la nourrice appartient au peuple, appartient à une autre catégorie, à une autre classe sociale, bien sûr, elle ne va pas utiliser le niveau de langue qui est soutenu, elle va utiliser un niveau de langue qui est familier. Donc ça, en général, c'est la comparaison entre une tragédie classique qui est écrite par Sophocle et la tragédie moderne réécrite au XXe siècle par Anouilh en 1940-42. Donc pour étudier, bien sûr, pour étudier cette tragédie, Antigone, et parce que Antigone c'est un mythe grec, et Antigone, c'est la partie numéro 2 d'un autre mythe. C'est le mythe d'Œdipe. Il est très important de connaître la partie 1 pour comprendre la partie 2. Donc, l'histoire d'Antigone, il y a deux parties. La partie 1, c'est le mythe d'Œdipe. Et la partie 2, c'est Antigone que vous allez découvrir après. Mais il est essentiel, il est indispensable, il est incontournable. On doit mettre le point sur le mythe d'Œdipe pour comprendre l'histoire d'Antigone. Le mythe d'Œdipe. Donc l'histoire commence lorsque le roi Laios et sa femme Jocaste, le couple attendait un enfant. Et la coutume était de consulter l'oracle. L'oracle, c'est quelqu'un qui peut prévoir le futur, qui peut savoir qu'est-ce qui va se passer au futur. Donc le couple Laios et Jocaste, le roi et la reine, sont allés à l'oracle pour savoir c'est quoi le futur de leur nouveau-né. Mais la réponse était terrifiante. Cet enfant, qu'est-ce qu'il va faire? L'enfant tuera son père et épousera sa mère. Donc ça, c'est une réponse qui est terrifiante. C'est une réalité qui a fait peur à Laios et à Jocaste. Le couple décide de faire quoi? Décide de se débarrasser et de tuer cet enfant. Donc c'est le roi Laios qui va s'occuper de cette mission, qui est une mission bien sûr difficile d'un père. Un père qui va tuer son fils. Mais dans la forêt, lorsqu'il est allé à la forêt pour tuer cet enfant, bien sûr Laios, les sentiments d'un père l'empêchent de tuer son bébé, bien sûr. Donc qu'est-ce qu'il décide de faire? Il décide d'échapper à son destin. Il attacha les deux pieds de son nouveau-né et l'abandonna dans une forêt. Au lieu de tuer son fils, qu'est-ce qu'il fait? Il attache les pieds de son enfant et il l'accrocha sur un arbre dans une forêt parce qu'il ne pouvait pas tuer son bébé. Un berger d'à côté, qui était dans la forêt, écoutait les gémissements et les cris de cet enfant, de ce bébé bien sûr. Et le berger trouva le bébé et l'emmena à son maître, le roi de Corinthe. C'est une autre ville et le roi de Corinthe était stérile, n'avait pas d'enfant. Et ce berger, il emmena cet enfant trouvé, laissé par Laios, qui est pour vivre avec ce roi. Ce roi, bien sûr, de Corinthe qui s'appelle Polybos. Donc Polybos, parce qu'il n'avait pas d'enfant, qu'est-ce qu'il va faire? Il l'éleva comme son propre fils et lui donna le nom d'Œdipe. Donc c'est le Polybos qui va donner le nom d'Œdipe pour cet enfant laissé par Laios. Et Œdipe en grec, qu'est-ce que ça veut dire Œdipe en grec? Œdipe, ça veut dire les jambes gonflées. Puisque le père Laios a abandonné son fils dans la forêt, il a attaché les pieds et comme ça, parce que le temps a passé et l'enfant commençait à gémisser, les pieds sont gonflés et Œdipe, ça veut dire les pieds gonflés en grec bien sûr. Et c'est Polybos qui a donné ce nom. Les années passent. Et Œdipe est devenu un jeune homme. Les années passent et Œdipe jouait avec un Corinthien. Et ce Corinthien a traité Œdipe de fils trouvé.
Donc, bien sûr, Oedipe était choqué parce que tout le temps, il croyait que c'était le fils du roi Polybos. Donc, bien sûr, Oedipe, qu'est-ce qu'il va faire? Il va essayer de chercher la vérité. La vérité, c'est-à-dire chercher ses parents, ses vrais parents. Il quitte, bien sûr, Corinthe pour aller chercher sa ville natale. Et au chemin, il a rencontré un vieillard qui ne voulait pas s'écarter de son chemin. Et parce que Oedipe était quelqu'un qui a le sang vif, il tua ce vieillard. D'un coup, il tua le vieillard. Et par coïncidence, le vieillard, c'était quoi? C'était son père, Laios. Donc, sans vouloir, Oedipe a réalisé la première prophétie. Donc, il a tué son père et il termine son chemin. Et Oedipe arrive, le destin a conduit Oedipe à Thèbes. Et Thèbes, c'était sa ville, comme j'ai dit, sa ville natale. Cette ville Thèbes était emprisonnée par un monstre, le Sphinx. Et imaginez, le Sphinx, c'est une créature, le corps d'une femme et la tête d'un lion. Donc ça, c'est, comme j'ai dit, c'est un mythe, bien sûr, grec. Ce n'est pas la réalité, bien sûr, c'est un mythe. Donc le Sphinx, il bloque toutes les entrées et les sorties de Thèbes. Personne ne peut entrer ni sortir de Thèbes, sauf s'il arrive à résoudre l'énigme. Donc, le Sphinx, la créature, bloquait les routes qui menaient à la ville et il demande à chaque personne qui veut entrer ou bien qui veut sortir de résoudre l'énigme. Donc, l'énigme, c'était quoi? Qui est l'animal qui marche sur 2 pieds le matin, sur 4 pieds le matin, sur 2 pieds l'après-midi et sur 3 pieds le soir? Sans réfléchir, bien sûr, Oedipe répond: c'est l'homme. Puisque l'homme marche sur 4 lorsqu'il est un bébé, et sur 2 lorsqu'il est un jeune homme, et sur 3, 2 pieds et une canne, lorsqu'il devient vieux. Donc le Sphinx est vexé, il se suicide. Donc ici, Oedipe, qu'est-ce qu'il a fait? Oedipe a libéré, bien sûr, la ville de Thèbes. Et en récompense, les habitants de Thèbes le nomment un roi. C'est le roi, c'est le nouveau roi de Thèbes. Puisque Laios est mort, Thèbes a besoin d'un nouveau roi. Donc le nouveau roi maintenant, c'est qui? C'est Oedipe. Et en récompense, une autre récompense, qu'est-ce qu'il va faire? Évidemment, le roi a besoin d'une reine. Et la reine de Thèbes, c'était qui? C'était Jocaste. Donc qu'est-ce qu'ils vont faire? Ils vont épouser Oedipe à Jocaste. Mais Jocaste, c'était qui? C'était la mère de Oedipe. Et ici, il va réaliser la deuxième prophétie. Donc maintenant, Oedipe a épousé Jocaste, qui est sa mère. Il a tué son père, Laios. Et bien sûr, il se marie. C'est un mariage, bien sûr, qui est interdit. C'est pourquoi je l'ai appelé l'inceste. L'inceste, c'est un mariage qui est interdit, puisque toutes les religions interdisent le mariage entre un fils et sa mère. Donc, de ce mariage a donné naissance à 4 enfants. 2 garçons et 2 filles. Donc, Éthéocle, Polynice, ce sont 2 garçons. Ismène et Antigone, ce sont les 2 filles. Les années, bien sûr, passent, les enfants grandissent et la peste, une maladie mortelle qui a ravagé Thèbes. Oedipe, innocemment, il est allé à l'oracle. L'oracle, c'est le personnage qui peut prévoir le futur pour demander c'est quoi la cause. La cause, c'était quoi? L'oracle a dit à Oedipe que la mort de Laios doit être punie. C'est-à-dire que la personne qui a tué Laios, lui aussi doit être tué, lui aussi, pour libérer la ville de Thèbes de cette maladie mortelle, la peste.
Et en cherchant la vérité, Oedipe découvre la réalité choquante. C'était lui-même. Oedipe, c'est lui qui a tué son père et épousé sa mère Jocaste. C'est pourquoi Jocaste ne pouvait plus supporter la réalité et qu'est-ce qu'il a fait? Il s'est suicidé. Et Oedipe, il a crevé les yeux et il vagabondait jusqu'à sa mort. C'est là où l'histoire d'Antigone va commencer. Puisque maintenant le roi, il n'y a plus de roi pour la ville de Thèbes, on a besoin d'un nouveau roi. Il y a deux fils, Étiocle et Polynice. Ils se sont mis d'accord. Chacun de nous va régner un an. Il va céder le règne l'année suivante. C'est Étiocle qui va commencer. Étiocle a commencé, mais au terme de son règne, il refuse de céder le règne à la place à son frère Polynice. Puisque Étiocle c'était un bon roi et tous les habitants de Thèbes aimaient Polynice, donc il refuse de céder le règne à son frère Polynice. Donc Polynice, bien sûr, une réaction naturelle, qu'est-ce qu'il voulait faire? Il voulait tuer son frère. Il se servent des 7 rois, des ennemis qui entourent la ville de Thèbes. Donc les 7 rois, les 7 princes qui voulaient attaquer Thèbes avec Polynice pour bien sûr récupérer le règne de son frère. Les 2 frères se sont entretués entre eux et les 2 frères à la fin sont morts. C'est là où il y a un nouveau roi qui va apparaître. C'est l'oncle d'Ismène et d'Antigone. C'est l'oncle maternel, c'est Créon. C'est là Créon, il va apparaître pour instaurer l'ordre dans la ville de Thèbes. Donc, Créon a commencé par écrire une loi qui est très importante. Pour Étiocle, le bon frère, on va faire des funérailles. On va enterrer le cadavre d'Étiocle. Mais pour Polynice, le voyou, le traître, on va le laisser sans enterrement, sans sépulture. Et dans la mythologie grecque, il avait une conviction, il avait dans la tête que l'âme ne pouvait jamais trouver le calme si le cadavre n'était pas enterré. Donc c'est pourquoi, pour châtier Polynice, il va le laisser sans enterrement, il va laisser le cadavre sans enterrement, et c'est là qu'il va apparaître Antigone. Antigone va apparaître pour braver la loi de Créon, elle va sortir pour tenter d'enterrer le cadavre de son frère Polynice. Et c'est là que Créon ne peut pas supporter ça. Après, on va voir qu'il y a un face-à-face entre Créon et Antigone. Donc ça, c'est grosso modo le mythe d'Oedipe. Maintenant, on va passer rapidement pour voir la biographie de Jean Anouilh. Donc, la biographie de Jean Anouilh, donc, il y a la date et le lieu de naissance. Il est né le 23 juin 1910 à Bordeaux, bien sûr en France. Ses activités, donc c'est un dramaturge. Un dramaturge, c'est quelqu'un qui écrit les pièces de théâtre. Et Jean Anouilh, qu'est-ce qu'il a dit? Il a dit que moi je vis pour le théâtre et avec le théâtre. C'est-à-dire il a consacré toute sa vie pour le théâtre. Et il a commencé très jeune à écrire des pièces de théâtre. Mais il va connaître le succès en 1937 avec sa première pièce de théâtre, c'est le voyageur sans bagage. La date et le lieu de décès. Jean Anouilh nous a quittés le 3 octobre 1987 à Lausanne, en Suisse. Bien sûr, Jean Anouilh n'a pas écrit seulement Antigone, il a écrit plusieurs pièces de théâtre, comme Le bal des voleurs, 1938, Léocadia, 1940, La sauvage, 1942, et Antigone 1944. Et regardez ici, j'ai écrit la date de représentation, c'est-à-dire la date dans laquelle était jouée devant un public, dans une salle de théâtre. C'est en 1940-44. Elle est écrite en 1940-42. Et bien sûr, La Colombe en 1941. Donc ça, c'est grosso modo la biographie de
de Jean Anouilh. J'espère que j'étais utile pour vous. Et bien sûr, la séance prochaine, on va entamer et on va commencer l'étude d'Antigone avec la première partie, c'est le prologue. Et merci pour votre attention.